Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce direct à propos des émotions des enfants. Donc je vous laisse arriver. Coucou. Si vous avez des questions, surtout c'est le moment parce que moi je connais bien les fleurs, mais je suis là justement pour partager. Donc voilà, je suis là vraiment pour répondre aux questions et aux besoins, aux attentes de ceux qui se posent des questions sur comment on prend les fleurs, est-ce qu'on peut les associer, etc., etc. Et cetera. Et puis toutes les demandes qui vont être évidemment en lien avec les enfants et les émotions. Alors si vous êtes parents ou si vous-même vous êtes des ados, je ne sais pas. En tout cas si vous connaissez des personnes qui ont besoin aussi d'avoir des, comment dire, voilà, des réponses aussi à leurs attentes par rapport aux émotions et aux fleurs de bac et surtout aux enfants. Donc je vous laisse arriver. Pour ceux qui ne le savent pas, donc j'ai écrit un livre sur les fleurs de bac et sur les enfants. Ah tiens, c'est marrant, quand je fais ça, il n'y a plus de lumière. Je ne sais pas pourquoi. Bonjour. Donc voilà, j'étais en train de dire pour ceux qui arrivent, surtout poser des questions. Donc je le mets un petit peu loin parce qu'à chaque fois que je le mets, en fait, ça fait plus de lumière. Je ne sais pas pourquoi. C'est très étrange. Bon, c'est comme ça. Voilà. Donc les émotions des enfants, c'est ce soir et c'est maintenant. Donc, la lumière varie beaucoup à chaque fois que je bouge. C'est très étrange. Bon, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Dites-moi, parce que comme ça... Oui, à chaque fois que je fais ça, vous avez vu, ça fait tout noir. Très étrange. Donc ça, c'est mon bouquin. C'est le bouquin que j'ai fait. Il est sorti il y a 2 ans sur les émotions voilà, qui sont liées aux enfants. Donc il est sorti, oui, en août 2018, je crois. Donc c'est pas une bible sur les enfants, il y en a d'autres. Il y avait celui aussi de Judy Howard, qui est la directrice du centre bac. Je crois qu'on peut le trouver maintenant encore. Alors faites attention parce que dedans il y a des petites fautes. C'est toujours pareil avec les traductions. Voilà, il y a des fautes par exemple sur de traduction, sur de noms des fleurs, etc. Donc voilà. Mais c'est un très 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 bon bouquin. Donc Judy Howard, elle est sage-femme et donc elle connaît bien aussi, et puis elle est maman. Donc forcément, quand on est maman, on a un peu d'expérience aussi en matière de maternité ou d'expérience aussi de paternité, puisqu'on, voilà, en général, on a des conjoints à côté ou de loin, mais voilà, on peut connaître aussi les relations avec les enfants en lien avec le papa. Donc, est-ce que vous avez des questions? Pas du tout. Est-ce que vous découvrez les fleurs de bac ou parce que voilà, je vais démarrer donc sur. Alors c'est très large parce que parle d'un enfant, c'est ce que je disais aussi dans la story. C'est vaste. C'est des enfants, ça peut être des bébés, mais ça peut être aussi bien sûr des jeunes. Enfin, des ados ou des pré-ados, et puis même des fois pas des jeunes adultes, mais jusqu'à 18 ans, puisqu'après, normalement, on considère qu'à partir de 18 ans, on est majeur et on n'est plus un enfant. Donc, alors la problématique entre guillemets émotionnelle, elle ne va pas être comparable entre un enfant qui a des difficultés d'endormissement quand il est tout petit, un bébé qui vient de naître, un enfant qui va à l'école, ou un collège ou un lycée, ou des problématiques actuelles aussi, parce que là on est en train aussi de parler de vaccination aussi pour les enfants, parce que là je viens d'écouter une partie de l'allocution au sujet de la situation sanitaire. Donc oui, ça peut être aussi des inquiétudes pour les adolescents ou pour les enfants, donc en l'occurrence pour les parents. C'est ce que j'expliquais aussi, c'est que les émotions des parents ont évidemment des impacts sur l'émotionnel de l'enfant, et si le parent vit mal cette situation actuellement, c'est sûr que ça va déteindre sur l'enfant. Euh, euh, je vais lire après parce qu'en fait je suis perturbée. Coucou Anne. Non, Amélie, pardon. Euh, donc voilà, alors la perturbation, ça peut être aussi une grande, grande, grande frayeur aussi à l'idée de se faire vacciner, par exemple pour un enfant, pour un ado, je sais pas, pour un pré-ado, alors j'essaie de trouver la fleur. Donc j'en ai préparé, mais il y en a 38, donc je pourrais toutes les aborder en 1 heure, mais je vais quand même faire une sélection parce qu'évidemment on va pas pouvoir parler de tout, mais sauf s'il y a des questions, voilà, sans parler de tout, je vais pouvoir aborder évidemment certaines questions en particulier. Donc je fais du bruit, mais je cherche la fleur. Donc ça peut être
Par exemple, en matière de peur, hein, sur les fleurs de bac, vous savez qu'il y a 5 fleurs de bac qui parlent de la peur. Alors, donc, si c'est l'inquiétude à l'idée de se faire piquer, par exemple, avec une aiguille hein, voilà, pour faire un vaccin ou même un test PCR, alors qu'apparemment, hein, il n'y aura plus nécessairement de trucs dans le nez, mais c'est quand même assez intrusif, et même si c'est une prise de salive, ça peut être aussi un peu inquiétant pour un enfant. Donc, voilà, Mimulus est une pleure identifiée que l'on va pouvoir nommer et dont on connaît la raison, qu'on est la source, mais qui peut être entre guillemets une peur qui est assez gérable. Même quand on a peur, on peut quand même tout de même faire quelque chose tout en ayant une sorte d'appréhension, d'inquiétude, parce que en Mimulus on parle aussi de timidité, mais là je vous parle aussi de cette peur qui est plutôt une peur un peu plus forte on va dire, hein, qui est de l'ordre de la frayeur, de la terreur, donc qui peut s'exprimer, donc voilà, Roquerose, je pense que vous voyez l'orthographe, Roquerose qui va s'exprimer sur plutôt quelque chose qui va être de l'ordre de la peur tellement intense que ça va terriblement angoisser l'enfant ou le préado et du coup il va être dans l'incapacité même pouvoir voilà, de passer à l'acte hein, parce qu'il est tellement angoissé que ça le terrorise et donc ça va le figer. Donc vous voyez qu'il y a une distinction entre les deux émotions qui va être une peur plutôt légère mais qui est une peur quand même hein. Mais après, c'est toujours pareil, les degrés des peurs, c'est chacun qui va le quantifier. C'est pas à nous, en tout cas à moi, de décider, moi en tant que parent, ou voilà, moi en tant qu'accompagnant, si mon enfant a peur comme ça ou peur comme ça. Toujours pareil avec les fleurs de bac, il faut demander aussi aux enfants comment ils ressentent la peur. Alors soit, si ce sont des tout petits qui viennent de naître, ça va être difficile d'avoir une réponse, hein, et même des enfants de 2 ans ou 1 an et demi, c'est pas toujours facile parce qu'ils ne parlent pas toujours, en tout cas 1 an et demi, ils vont plutôt commencer à discuter, mais c'est pas toujours très compréhensible, on va dire. Et là, c'est plutôt à la personne qui accompagne, aux parents, qui va justement distinguer. Et c'est vrai que souvent dans les yeux, on dit que les yeux sont le reflet de l'âme. Mais c'est vrai que souvent on peut voir des manifestations de peur plus ou moins ténues et plus ou moins comment dire, caractéristiques en fonction aussi même voir de la pupille, de la dilatation aussi, et puis de voir la peur et la terreur, c'est quelque chose qui est bien distinct. Et donc en général, même chez les animaux, on peut le voir, hein, on peut voir aussi dans leurs yeux cette peur qui peut être plus ou moins variable. Donc ce sont 2 fleurs qu'on peut quand même assez rapidement, vous voyez par exemple dans la peur panique, dans la terreur, quand je fais, là je parlais du test PCR, mais on peut évidemment parler de ces 2 fleurs-là pour différents cas de figure. Et si c'est par exemple je sais pas, un adolescent qui va passer un examen, alors quel qu'il soit, dans le cadre de ses études, ou prendre la parole en public parce qu'il va à un oral, ou faire un écrit, ou je sais pas, exposer quelque chose devant un jury, etc. Souvent cette fleur de la peur-terreur, Roquerose, c'est vraiment une fleur où d'un seul coup on peut carrément avoir des trous noirs et de plus pouvoir parler parce qu'on est vraiment sous le joug de la peur qui nous pétrifie sur place. Hein. Donc vous voyez la différence entre les deux. Maintenant je vais lire Amélie. Bonsoir, donc j'ai ravie d'avoir découvert votre compte. Et ben moi aussi je suis contente que vous soyez ravie. Ma question concerne un problème d'endormissement le soir. Mon loulou a 2 ans et demi et la séparation est compliquée. Bon après c'est l'âge aussi, c'est un peu normal. Hein. Nous devons donc rester à côté de lui et de ce fait, restant à ses côtés, il s'endort ensuite très rapidement. Quelle fleur pourriez-vous lui conseiller? Alors, c'est toujours un peu délicat de donner du conseil comme ça un petit peu à l'arraché parce que normalement, voilà, je suis conseillère agréée fleur de bac, on passe du temps quand on est conseiller à conseiller justement les parents ou les enfants, puisque des fois je reçois aussi des enfants qui sont là à côté du parent et donc quand le parent peut parler à 2 ans et demi, voilà, des fois c'est voilà, on peut parler à 2 ans et demi, il y a des mots quand même, hein. Il y a quand même des expressions du visage, du comportement qui peuvent aussi indiquer des expressions. Donc là, Amélie, soit vous voulez me rejoindre et voilà, on est en direct toutes les deux et puis je vous pose des questions face à face et du coup là je vais pouvoir répondre, soit si ça reste que sur le chat entre guillemets, ça va être un peu plus délicat. Il pourrait y avoir plusieurs fleurs, donc il pourrait y avoir par exemple Mimulus qui est la fleur des peurs. Est-ce que votre enfant se trouve par exemple dans le noir et alors même s'il y a cette petite veilleuse qui traîne, ou est-ce qu'il y a les petites étoiles qui sont illuminées et qui ne laissent quand même pas la chambre complètement à l'obscurité, ou il y a le filet de la porte qui n'est pas complètement fermé, malgré tout c'est assez récurrent que les enfants surtout à cet âge-là soient plus impressionnés par rapport à l'ambiance on va dire et la situation
de la chambre par rapport à l'obscurité. Et donc ça peut générer des craintes. Donc Mimulus, ça pourrait être ceci. Il y a d'autres fleurs qui pourraient être une autre, en tout cas Mimulus roquerose, je l'ai parlé, mais par exemple Aspen, qui est une fleur qu'on ne peut pas, entre guillemets, c'est une fleur de peur. Donc, je suis en train de chercher, donc ça me déconcentre un peu pour parler. Qui parle par contre d'une peur qui n'est pas vraiment définie, qui n'est pas réellement concrète. Alors j'explique. C'est un peu compliqué parce qu'à 2 ans et demi, je ne sais pas si on peut parler à la place de l'enfant, mais ça c'est Aspen. Donc voilà la fleur Aspen, c'est la fleur du peuplier tremble, voilà. Et donc cette fleur-ci, elle parle d'une peur, mais qui n'est pas définie ou définissable. Admettons, votre petit loulou, comme vous l'appelez, il a des craintes, je suis en train de la mettre à l'envers, il a des craintes identifiées et il sait pourquoi il a peur, c'est ok. Voilà. Mais a priori, tous les soirs quand vous allez coucher, il n'y a pas de crainte à avoir, puisqu'il est dans un climat de sécurité, il est avec vous, les 2 parents, il connaît sa chambre, il n'y a pas d'événement particulier qui pourrait générer par exemple une peur, et donc peut-être qu'Aspen pourrait correspondre à cette peur-là que votre enfant ressent, dans le sens où c'est quelque chose d'indéfinissable, qui est plutôt l'ordre d'une sorte d'appréhension, d'une petite angoisse qui pourrait monter, mais qui n'est pas palpable pour cet enfant, dans le sens où il n'y a rien qui pourrait, entre guillemets, le mettre dans une inquiétude, en fait, puisque tout son univers n'est pas étranger, en fait, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Donc des fois dans Mimulus il y a cette peur aussi d'une certaine façon de la nouveauté, parce que il y a une inquiétude qui est liée à la nouveauté. Quand cet enfant connaît bien sa chambre et le rituel et que tout est ok et que c'est que au moment du coucher, on pourrait par exemple laisser penser que Aspen pourrait avoir sa place. Mais c'est pas forcément une crainte que votre enfant a là, mais souvent on a du mal à se séparer aussi. Mais après ça peut être c'est toujours pareil, est-ce qu'il y a des moments d'adaptation aussi sur sur la crainte que l'enfant a, est-ce que c'est une nouvelle chambre qu'il a, est-ce qu'il y a une situation qui a évolué, est-ce que ça a toujours été comme ça, est-ce que ça évolue, est-ce que c'est que maintenant. Donc il y a plein de paramètres qui peuvent aussi aider à accompagner sur la compréhension émotionnelle de votre enfant par rapport au moment d'aller se coucher, par rapport à ce que vous évoquez. Peur maman, peur papa. Bon, ben voilà, au moins c'est clair, il le dit. Voilà, donc s'il a peur, ça peut être. Est-ce qu'il a. Alors le truc, c'est toujours pareil, c'est pour ça qu'Amélie, il faut voir. S'il dit qu'il a peur pendant qu'il est en train de prendre son bain, qu'il est en train de dîner, qu'il va se brosser les dents, qu'il cherche son doudou, qu'il écoute l'histoire, il y a une peur qui est généralisée et qui est vraiment une peur qui est présente. Mais si c'est juste au moment d'aller se coucher, une espèce de petite appréhension qui fait que... Alors des fois, là, il y a des enfants qui vont dire, bon là, 2 ans et demi, il va peut-être pas dire qu'il y a des fantômes, mais il y a des fois, il y a des ombres qui sont angoissantes, il y a des ambiances, et le fait que d'un seul coup, on dit, bon allez, on fait la petite voix, on chuchote, il y a des petits bruits, et puis des fois c'est amplifié, et on se fait des films, et on est angoissé, on ne sait pas pourquoi. Ça pourrait être Aspen aussi, parce que Aspen, c'est aussi la fleur qui parle de tout ce qui est d'ordre de l'appréhension, de tout ce qui peut être aussi mauvais pressentiment, ou de quelque chose qui est de l'ordre de l'indicible, mais des fois même du surnaturel. Alors, est-ce que lui voit, par exemple, des ombres, ou il voit peut-être même, je ne sais pas, des présences, des choses qui peuvent l'inquiéter, ou entend peut-être des sons. C'est tout cet univers-là, Aspen. Donc, peut-être que ça pourrait être une possibilité. Je souris parce que Maya, il faut absolument qu'elle soit sur toutes les lives et toutes les vidéos. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc voilà, ça peut être une orientation. Après, bon, si il dit qu'il a peur, il a peur, quoi. Voilà, c'est pas peur généralisée, car il dit aussi en journée pour tout et pour un rien. Donc voilà, c'est peut-être aussi son tempérament, parce que Bach, en fait, il parle de nos émotions. Donc il y a 38 fleurs de Bach qui correspondent aux 38 émotions. Voilà, donc 38 façons d'aborder les événements de notre vie. Mais dans ces 38 fleurs-là, il y a aussi, selon lui, mais c'est aussi, nous pouvons bien sûr nous en rendre compte personnellement, certaines fleurs parlent vraiment de notre trait de caractère en fait. Et Mimulus fait partie
de ce trait de caractère chez l'enfant qui est vraiment très caractéristique, on va dire, de cette timidité, de cette crainte de ne pas oser faire les choses, de ne pas s'approcher vers les gens, ou d'être plutôt timoré, d'être en retrait, d'aller se cacher. Il peut rester dans un coin et on peut penser qu'il aime bien la solitude, mais non, pas nécessairement. Ça peut être tout simplement un enfant qui n'ose pas aller vers les autres, soit s'il est en collectivité, soit il est avec une nounou, enfin voilà. C'est aussi un trait de caractère. Donc des fois, quand il va avoir plus de 2 ans et demi, il aura 3, 5, 7, 12, peut-être que ce sera toujours chez lui quelque chose qu'il sera familier, on va dire. Et Mimulus, on pourrait considérer à ce moment-là, et c'est ce que dit Bach, c'est que dans ces 38 fleurs-là, on pourrait avoir, alors pas 38 fleurs de personnalité ou des fleurs types, mais il y en a en tout cas un grand nombre sur les 38 qui peuvent s'apparenter à des traits de caractère. Et donc peut-être que votre enfant a de façon naturelle cette teinte qui lui est propre. Après, encore une fois, Amélie, voilà, moi j'ai fait des études donc avec un médecin qui s'appelle le docteur Claude Imbert et qui nous a enseigné donc la sophroanalyse, qui est la thérapie de la vie intra-utérine. Il y a des moments, les enfants quand ils ont peur, ils ne sont pas simplement peur parce qu'ils ont peur, parce que voilà, il y a tout un contexte de vie dans lequel nous arrivons dans une famille, quand on est notre petit enfant, quand on est avec nos parents, en l'occurrence votre enfant. Ça ne veut pas dire que lui, c'est ce qui lui est arrivé, mais voilà, c'est pour ça que vous voyez, c'est limité les questions et les réponses à travers une messagerie, parce que je n'ai pas toutes les informations. C'est que, est-ce que l'on est nécessairement avec ce trait de caractère Mimulus et on va se dire, bah voilà, c'est mon tempérament, je suis comme ça depuis que je suis née, etc. Ou alors, peut-être que il s'est passé des choses in utero pour le bébé au moment soit de sa conception, soit in utero dans le cadre de sa gestation, soit pour vous dans le cadre de votre grossesse, mais qu'il y a évidemment une interaction entre la grossesse que vous avez eue avec cet enfant et lui, la répercussion émotionnelle qu'il a pu peut-être aussi interpréter ou qu'il a vraiment vécu de fait. Je donne un exemple concret. Vous êtes enceinte, vous êtes avec votre mari, vous êtes dans votre véhicule et d'un seul coup votre mari freine très fort, il a eu peur qu'il y ait un accident, vous avez été secoué, choqué et vous avez du mal à vous en remettre, peut-être que vous avez même, pourquoi pas, explosé en larmes. Bon, j'en fais des pataquès, mais c'est juste pour vous montrer le contexte. Et puis, vous avez fait une échographie, tout va bien, le bébé est ok, etc. Mais cette empreinte de peur est restée aussi pour vous et peut-être que ça a déterminé la fin de votre grossesse. Dans le sens où vous avez peut-être vécu les dernières semaines super inquiète pour l'enfant et auquel cas c'est la fleur Red Chestnut que je vais trouver là et du coup peut-être que votre enfant in utero au moment où il a vécu ce moment de vie, d'accident, de frein, d'échographie, etc. et votre inquiétude, peut-être qu'in utero, même s'il avait 8 mois ou 7 mois et demi, peu importe, peut-être que cette fleur Star of Bethlehem, qui a été vraiment un choc aussi pour lui de vivre ça, a gardé aussi en lui des empreintes émotionnelles et qui fait que, après peut-être que lorsqu'il est né aussi, la façon dont il est né a peut-être aussi une incidence sur ce qui s'est passé en amont. Voilà, c'est une histoire que je raconte. Et lorsque il est né, la façon dont il est né, il y a peut-être aussi, pourquoi pas, un choc aussi traumatique pour 1001 raisons. Sa propre naissance ou la façon dont vous avez accouché, seul ou non, ou mal accompagné, bien accompagné, peu importe. Tout ça peut générer aussi des traumatismes émotionnels et de ce fait, votre enfant a 2 ans et demi, mais peut-être que depuis très longtemps, c'est un enfant qui dit qu'il a peur ou qui a un comportement de peur. Mais est-ce que c'est vraiment sa personnalité ou, je pose la question, c'est un truc ouvert, est-ce que cet enfant, le vôtre ou tous les enfants des gens qui vont écouter après cette vidéo, auraient vécu aussi en amont quelque chose qui fait que ça déterminerait chez lui un trait de caractère qui fait que cette empreinte-là, elle est là. Et peut-être qu'à force de prendre Mimulus, peut-être qu'il ne sera plus du tout timide et dans cette crainte. Et après, surtout, avoir pris Star of Bethlehem, parce que Star of Bethlehem a la particularité, au-delà du fait que
voilà, j'avais 7 mois et demi dans le ventre de ma maman, mais j'ai vécu quelque chose de très mal et j'ai pas supporté cette situation in utero. C'est ce qu'on appelle un stress post-traumatique, même si c'est in utero. Et du coup, le fait de prendre cette fleur, même si j'ai 2 ans et demi, même si j'en ai 5, même si j'en ai 12, même si j'en ai 30, cette fleur de Bach, Star of Bethlehem, va avoir la vertu, on va dire, d'aller connecter et réparer cette partie de moi, donc enfant in utero à 8 mois, etc., pour pacifier ce moment de vie et de cette compréhension que j'en ai eue au moment où j'ai été sous choc. Donc, vous voyez, quand on tire le fil, Amélie, on peut avoir une foultitude d'informations. Alors, évidemment, c'est un live, ça dure 1 heure et je ne vais pas passer tout le live dessus, mais vous voyez que les fleurs de Bach, c'est extraordinaire, mais il faut avoir du temps pour comprendre, tirer le fil de l'histoire. Et encore une fois, on ne fait pas de psychothérapie, parce que ce n'est pas le rôle. Moi, ce n'est pas mon métier d'être psychothérapeute. Je suis conseillère agréée fleur de Bach, je suis sophranalyse de la thérapie de la vie intra-utérine et je suis aussi par ailleurs naturopathe. Voilà. Donc, je ne suis pas médecin, je ne suis pas pédiatre, je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas sage-femme. Par contre, j'ai des clés et des outils d'information qui peuvent évidemment comprendre, en tout cas nous faire comprendre que les émotions, elles peuvent être là, quoi qu'il advienne, mais que tout a un sens, tout s'explique, et dans cette explication que le parent va donner sur l'histoire un peu de son enfant, évidemment, je peux m'empêcher de dire pas simplement, ok, il ressent de la peur, mais si je dis simplement, il ressent de la peur, où on allait se coucher, quand papa et maman sont là et qu'il quitte la pièce, il n'arrête pas de dire j'ai peur. Si je m'en base à simplement, ok, je vous donne Mimulus ou je vous donne Aspen, c'est ok, mais peut-être qu'il faut expliquer là pour le coup qu'est-ce qui peut se passer, parce qu'il faut avoir aussi un contexte qui peut être différent. Si c'est un enfant qui a 2 ans et demi, mais que je suis enceinte de mon 2e enfant, ou même voire mon 3e, puisque peut-être que cet enfant de 2 ans et demi a peut-être aussi un frère ou une sœur aînée, mais qu'il s'est passé quelque chose dans la famille, peut-être qu'il a changé de champ, enfin, il y a tout plein de paramètres qui vont évidemment déterminer les peurs entre guillemets. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez compréhensible. Je voudrais montrer Red Chestnut, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, la fleur quand on s'inquiète pour les autres, et du coup à ce propos certains enfants aussi s'inquiètent beaucoup pour les autres. Ça peut être un enfant peut s'inquiéter pour son frère, pour son père, pour sa mère, pour sa grand-mère. Il y a des enfants très inquiets pour les autres. Il peut aussi s'inquiéter beaucoup pour par exemple les animaux de compagnie quand ils en ont. Donc je vais vous donner l'orthographe, c'est Red Chestnut, donc c'est cette fleur-ci, qui parle donc de l'inquiétude qui est à l'égard de tous ceux qui nous sont chers, qui nous sont proches, que nous aimons, que nous avons envie de protéger, etc. Donc voilà, ça c'est Red Chestnut. Et en l'occurrence, quand j'ai donné cet exemple tout à l'heure, c'était peut-être plus pour la maman, dans l'exemple que j'avais donné, qui pourrait s'inquiéter pour son bébé. Donc vous voyez, tout ça, ça fait partie de la famille des peurs. Donc là, je vous ai appris déjà ce soir 4 fleurs de la famille des peurs. Et alors, il y en a une 5e, et c'est la dernière de la famille. Donc, je la sors ici. Voilà, c'est Cherry Plum. Vous voyez, il y en a 4, 5. Et donc, celle-ci, c'est pas pour parler des enfants, comme on vient de parler là, de ce petit qui a du mal à se séparer de ses parents. Alors, voilà, il peut y avoir aussi d'autres fleurs par rapport à ça, mais en tout cas, je pense que la crainte, ça peut être déjà une bonne intention. Cherry Plum, celle-ci, elle parle, donc je vais vous donner l'orthographe aussi. Cherry Plum. Voilà, Cherry Plum. Alors, elle va parler plutôt des gens qui vont péter les plombs. C'est un peu vulgaire comme expression, mais c'est un peu commun. Coucou. Donc, Cherry Plum, c'est vraiment le manque de maîtrise et de contrôle. Ça veut dire que là, moi, je vais peut-être plus m'adresser à un enfant qui va péter les plombs parce que, par exemple, il n'arrive pas à construire son jeu de société et d'un seul coup, il va tout envoyer bouler parce que ça ne fonctionne pas ou que ça l'a énervé, qu'il a eu peur de ne pas réussir et du coup, c'est parti dans tous les sens. Ça peut être aussi des enfants qui peuvent s'énerver très fort au point de péter les plombs et de quitter un jeu de société, justement. Il est en famille et puis il a perdu et il n'a pas supporté et il a peur de craquer et du coup ça peut déborder et puis le jeu va se terminer en eau de boudin parce que d'un seul coup il va quitter la pièce en hurlant ou en tapant des pieds, etc. Ça peut être aussi les ados qui s'énervent parce que on leur refuse quelque chose, par exemple, où on leur supprime leur téléphone portable, ou quand il y a des fois des décisions un peu drastiques comme ça à l'égard d'un préado, d'un adolescent qui ne supporte pas non plus la contrainte et qui
qui a probablement raison de ne pas la supporter, je ne suis pas du tout en train de juger, mais Cherry Plum, c'est vraiment la fleur qui va parler de ce manque de maîtrise, ce manque de contrôle, et puis alors à l'extrême, hein, elle peut parler aussi de ce manque de contrôle et de maîtrise, et qui peut aller très loin, parce que ça peut aller jusqu'à vouloir se faire du mal, hein, mais malheureusement de ne pas avoir envie de le maîtriser. Enfin, c'est même pas une question d'envie, c'est que là Cherry Plum parle de ces impulsions que nous n'arrivons pas à maîtriser, et que alors Bach il va plus loin, il dit que alors j'ai pas apporté là, mais j'aurais pu vous lire le texte. C'est vraiment des impulsions qu'on peut avoir et qu'on sait qu'elles peuvent être mauvaises, mais qu'on a quand même l'impulsion de faire. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose qui va nous assaillir, et dont on ne peut pas avoir la maîtrise et le contrôle. Et là, pour le coup, on dit vulgairement péter les plombs, péter un câble, exploser. Enfin, vous voyez, c'est cette émotion qui parle de quelque chose qui peut jaillir et qui peut aller à l'extrême sur des situations qui mettent en péril des fois la santé de la personne, hein. Ça peut être même avoir des impulsions d'actes, soit de scarification, soit d'impulsivité, ça peut être même un passage à l'acte, hein. Donc voilà, c'est à prendre en considération. Et quand on sent qu'il y a une certaine tension chez l'enfant, chez l'adolescent, chez le préado, et quelque chose qui bout un peu comme une cocotte, et on sent qu'il est à bout de nerfs, alors c'est vrai que nous, les parents, les accompagnants, les grands-parents, peu importe, qui sommes à côté d'eux dans ces moments-là, évitons des fois de remettre entre guillemets de l'huile sur le feu. Alors c'est pas pour victimiser l'adolescent qui vit cet état-là, mais dans ces moments-là, soyons cléments, parce que quand ça monte, ça peut partir des fois en vrille, et ça peut avoir des conséquences aussi sur les relations que nous pouvons entretenir aussi avec nos enfants, ou nos ados, nos préados, parce que d'un seul coup ça va partir dans des tours, mais même à carrément des fois dire des choses que l'on regrette ensuite après, de dire de la grossièreté, de la méchanceté, parce que d'un seul coup ça part dans la bouche, et on regrette de ce qu'on a dit. On peut même claquer la porte et partir, faire des fugues. Enfin, vous voyez, c'est vraiment ce genre de situation où on sent que l'enfant, l'ado, le préado est dans le désarroi, il va péter un câble, et c'est sa façon aussi à lui de dire merde, fuck, j'en peux plus. Alors peut-être qu'il a tort, mais l'expression de son émotion, elle est comme ça. Donc voilà, il faut prendre avec. Et nous, dans ces moments-là, peut-être prenons du rescue aussi, pour pouvoir gérer aussi la crise de l'autre, parce que sinon c'est un truc qui va aller crescendo et qui est encore plus grave. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est des périodes compliquées. Alors c'est sûr que quand on parle un petit poupougne de 2 ans et demi, on n'en est pas là. Mais ça peut arriver très tôt, en fait. Des fois, les colères, 3-4 ans, quand on se roule par terre, c'est aussi du cherry plum, hein. C'est une façon aussi de plus pouvoir maîtriser son corps et son émotionnel. Et d'un seul coup, on va se rouler par terre et on va plus contrôler. Et donc, on va péter les plombs. Moi, j'ai le souvenir de ma fille, on en rigole encore maintenant. Bon, là, elle va avoir 25 ans, mais quand c'était au moment de la mettre sur le siège auto, pour l'arnacher de façon à la sécuriser, puisqu'un siège auto n'est pas pour faire du mal à nos enfants, n'est-ce pas, c'est plutôt pour les mettre en sécurité. Eh bien, elle pétait les plombs, c'est-à-dire qu'elle se cambrait, mais de folie, elle piquait des crises à ne plus pouvoir se contrôler, parce que c'était insupportable pour elle. Et donc là, dans ces moments-là, c'est vrai qu'en général, nous les parents, on a tendance à forcer le truc, et puis à redoubler d'énervement, parce que c'est pas le tout, mais il faut y aller. Et là, ça part en vrille. Donc dans ces moments-là, peut-être raisonner avec la parole, le ton de la voix, au lieu de justement nous énerver. Alors c'est toujours plus facile à dire, à faire quelques années après, voire 20 ans après. Mais c'est vrai que quand on est dedans, il y a des moments de nous-mêmes, les parents, on peut péter les plombs aussi. Donc il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Et donc voilà, c'est vraiment de la maîtrise et du contrôle. Donc évidemment, dans ce moment-là, on n'a pas forcément des fleurs de bac avec soi. À ce moment-là, on peut lui donner du rescue. C'est une façon aussi de calmer la crise et de pas passer à l'acte, entre guillemets, hein. Donc je regarde s'il y a des... Alors il y a plein de coucou, c'est super gentil. Coucou Sophie, ça me fait plaisir de te voir. Voilà, bonjour Laure. Je ne sais pas si je connais tout le monde, parce que des fois il y a des noms qui ne sont pas des noms et des prénoms que je connais, donc je me dis voilà, pétard. Mais voilà, coucou. Et donc merci pour cette orientation, c'est ok. Donc oui, c'est un peu une peur généralisée, donc c'est bien Amélie, je pense que ça peut être une idée. Voilà, en tout cas c'est une piste d'investigation. Est-ce qu'il y a des demandes ou des besoins particuliers sur... Parce que là j'ai évoqué déjà pas mal de... Enfin je dis pas mal, je peux encore continuer, hein, il est que 7h15, on a encore une bonne demi-heure, mais
Est-ce que s'il y a des demandes, du coup, je vais y répondre. Sinon, je continue sur la lancée, voilà, sur ce qui me vient à l'esprit par rapport aux émotions des enfants. Évidemment, je pourrais faire tellement de live autour de ça parce qu'il y a tant à dire voilà, sur l'émotionnel des enfants, c'est infini. Hein, donc je ne sais pas. Pour l'instant, il y a rien. Donc je vais continuer. Hein. Je fais mon petit truc toute seule et puis intervenez ou voilà, vous posez des questions après quand le live sera, enfin l'IG sera dans l'IGTV. Voilà, vous aurez aussi l'occasion de pouvoir mettre des commentaires si vous avez besoin et puis je pourrai y répondre bien sûr. Donc il y a des enfants aussi qui peuvent vivre des émotions du type impatience. Voilà, là c'est vrai qu'on parle aussi d'impatience par rapport à la situation évidemment de la situation sanitaire actuelle. Beaucoup d'impatience évidemment à pouvoir retrouver sa vie sociale, ses copains, sa famille. Voilà, c'est pas toujours simple non plus de vivre ces moments de pression et d'autorité dont on est obligé de faire face, puisqu'on a vraiment peu de choix, on va dire. Et donc voilà, gérer cette impatience et cette pression qui peut y avoir dans ces moments-là. Mais voilà, encore une fois, pour parler des bébés, il y a aussi des enfants qui sont très impatients dès la naissance, au point même d'arriver aussi très tôt prématurés, très impatients d'arriver. Et donc voilà, ça peut être une forme d'impatience aussi que d'arriver avant le terme. Donc voilà, impatience, bon je vais vous montrer l'orthographe, mais je pense que c'est pas très compliqué à comprendre. Voilà, c'est de l'impatience, sauf que ça s'écrit pas comme en français, parce que c'est de l'anglais. Voilà, impatience, donc ça va calmer toutes les tensions, l'impatience, tout ce que l'on veut faire avant que ce soit déjà terminé, on veut que ce soit ce que l'on veut faire rapidement au point de l'avoir terminé avant de l'avoir commencé, c'est ce que je voulais dire. Et donc voilà, impatience, ça va être aussi sur l'alimentation, quand on mange trop vite par exemple. Hein, un enfant qu'on va souvent calmer en disant prends ton temps, calme-toi. C'est une fleur voilà, qui va apaiser les tensions, qui va... donc voilà, impatience. Ensuite, ça peut être aussi bien sûr une forme de fleur de personnalité. Hein, je l'ai évoqué tout à l'heure, évidemment. Ça, c'est vraiment une fleur qui est très présente dans les types de tempéraments, on va dire. Alors, dans les personnalités aussi, on peut retrouver ce caractère-là qui est de la clématisse. Donc, les enfants qui vont être plutôt à tendance rêveur. Donc, je cherche l'orthographe. Voilà, clématisse. Clématisse, ça va s'adresser à tous les enfants qui ont tendance à s'échapper dans une bulle de rêverie, dans une absence qui vont les conforter dans leur imaginaire, qui va les mettre en sécurité par rapport à une projection de quelque chose qu'ils aimeraient faire, mais qui est souvent en lien avec le futur, hein, qui n'est pas encore produit. Et justement, ce sont des enfants qui ont tendance à se couper de l'instant présent, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais Bach a classifié les 38 fleurs de Bach dans 7 groupes émotionnels, on va dire. Et Clématisse se trouve dans ce groupe émotionnel qui s'appelle le manque d'intérêt pour le présent. Et donc Clématisse, cet enfant qui est dans sa bulle, dans sa bulle de rêverie, sur la lune, appelez ça comme vous voulez, et ben ce sont des enfants qui se coupent bien sûr du présent et de l'instant T par rapport à cette quête qu'ils ont d'avoir envie de projeter des envies, des souhaits, mais qui ne sont pas concrets, en tout cas pas encore réalisés, et donc ils vont projeter dans un futur. Voilà, c'est une façon aussi. Alors Bach il parle aussi de cette notion de ne pas être suffisamment intéressé par ce que nous faisons, et donc on a tendance à s'échapper de la réalité en projetant à l'avenir des choses que nous aimerions faire. Et donc ça peut être voilà, de l'ordre de la rêverie, de l'imagination, de l'imaginaire, de la créativité, parce que souvent on parle des artistes, hein, ce qui n'est pas forcément toujours cette fleur-ci, seule en tout cas. Mais dans Clématisse, on peut voir aussi cette notion d'aller s'échapper du présent pour aller se réfugier dans ce futur où là on peut puiser des formes
d'espace où on peut imaginer des choses qui ne sont pas encore réalisées, dans le sens, vous voyez, comme Avatar par exemple, hein, ce sont des personnages qui a priori n'existent pas, jusqu'à preuve du contraire, mais bon, peut-être que demain on verra qu'ils existent. Et donc, voilà, la créativité fait partie aussi de ce domaine de l'imaginaire, et donc on va créer quelque chose qui n'existe pas pour le ramener bien sûr dans le présent. Et le travers des fleurs, ben, c'est comme dans toutes les émotions, être un peu précipité. Il y a des moments où il faut se précipiter, parce que si nous sommes en retard pour prendre notre avion, notre train, notre bus le matin, pour un adolescent, un enfant, voilà, ben, c'est sûr qu'il faut mettre un peu la gomme. Donc il y a des moments où il faut savoir aussi s'agiter, être pressé et faire des choses promptement, sinon c'est pas possible. Et puis avoir par exemple un peu de peur, un peu de crainte, c'est ok, puisque ça nous permettra d'être par exemple plutôt vigilant. C'est normal. Donc il n'y a pas que du côté limitant et négatif au fait d'être et de ressentir cette peur. Ça peut être aussi du bon sens d'avoir cette notion de vigilance et de regarder là où il y a du danger, où il n'y en a pas. Ben donc là c'est pareil pour Clématis, c'est-à-dire que c'est ok d'être dans la rêverie, dans l'imaginaire, d'être dans la créativité, d'aller rechercher un espace où je vais pouvoir alimenter mon originalité parce que je vais créer des choses, etc. Où je vais peut-être me réfugier dans la lecture ou dans l'isolement par rapport à mes pensées qui est projeté dans le futur. Mais le travers de Clématis, c'est évidemment de se couper du présent au point de fantasmer quelque chose et que je ne concrétise pas dans le moment présent, dans ma réalité, et que donc je ne vais pas incarner, on va dire d'une certaine façon, dans la matière. C'est-à-dire que si j'imagine des choses mais que ça ne reste qu'au stade de l'imagination, eh bien c'est préjudiciable, parce que pour le fait, c'est dommage de ne pas mettre en pratique. Si je rêve de poésie, ou si j'ai des, par exemple dans ma tête, j'ai des phrases qui se mettent mis bout à bout et que ça crée un poème ou ce que vous voulez, eh bien le fait de ne pas prendre mon carnet, mon papier, mon crayon, mon pinceau, et de l'acter et de le poser, eh ben, c'est dommage de se couper de cet imaginaire, de cette créativité, de ces instants aussi qui sont très nourrissants pour cette personne, et de ne pas le concrétiser en actant quelque chose de concret, de palpable, qui pourra peut-être aussi lui servir pour mettre en œuvre, peut-être, je ne sais pas, pour cet enfant ça peut être aussi un futur métier, hein, ça peut être aussi une façon de fonctionner, d'avoir ce besoin d'aller échapper voilà, son imaginaire, pour pouvoir aussi mieux vivre le présent avec cette richesse aussi que je vais chercher ailleurs dans ce futur. Donc vous voyez que il y a du côté limitant, mais il y a du côté évidemment très positif, on va dire, à avoir une partie de cet émotionnel. Et c'est les fleurs de bac, elles sont là juste pour rééquilibrer les émotions. Elles ne sont pas là pour, comment dire, pour les, les frustrer ou les contraindre. Avoir, pareil, Cherry Plum que j'ai évoqué tout à l'heure, on pourrait se dire, mais je vois pas trop la vertu de Cherry Plum et l'équilibre positif. Eh bien, d'avoir des moments, des accès de bouffées comme ça peut parler aussi de notre crainte et de notre énergie qu'on peut avoir. Donc il y a des moments, bah oui, on peut aussi avoir à vivre ces moments un peu explosifs, mais quand ça reste isolé, c'est ok. Le problème de ces émotions-là, c'est quand c'est récurrent et que ça nous est préjudiciable, sinon on ne prend pas de fleurs de bac. Si on arrive à vivre dans cet état d'équilibre émotionnel avec toutes les émotions qui sont plus ou moins fluctuantes, mais voilà, c'est ok, on vit avec, il n'y a pas de souci, et au contraire, c'est très bien. Mais le fait, c'est que quand on ne va pas bien, le but c'est de se sentir mieux, et donc on a le droit aussi d'aller mal, mais on a le droit aussi de se faire du bien. Donc pour le coup, la fleur de bac qui est rééquilibrée, elle va nous accompagner à vivre au mieux nos émotions, à nous comprendre davantage et savoir quels sont nos points de faiblesse. Mais c'est pas de la faiblesse, c'est de la fragilité, on va dire même de la vulnérabilité. Et ces points-là, c'est normal d'en avoir. Mais quand cette vulnérabilité est omniprésente et que c'est préjudiciable au point de, par exemple, de ne pas oser faire des choses et de ne pas se lancer parce que je suis trop timide, trop timorée, trop en retrait dans l'inquiétude et dans la peur, de ne pas oser faire les choses, là, pour le coup, c'est dommage, parce que l'enfant qui grandit va devenir un enfant qui ne fera peut-être des fois plus jamais rien, et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il va passer aussi à côté des innombrables expériences qu'il pourrait mettre à profit s'il se jette aussi à l'eau. Donc vous voyez, c'est vraiment une question d'équilibre.
Alors je vais parler aussi de la procrastination avec Hornbeam. Bon, encore une fois, vous savez que tous les sujets sont bons avec les fleurs de bac et qu'on peut évoquer les 38 fleurs sur le même sujet. Hein. Donc là, j'en dis quelques-unes, c'est juste pour vous donner aussi quelques idées, on va dire, hein, quelques pistes d'orientation. Hornbeam, c'est la fleur qui va parler à tous ceux qui, alors tous les enfants, mais les ados, bien sûr les préados, qui ont tendance à remettre à plus tard parce que ils considèrent qu'ils sont incertains d'avoir l'énergie pour faire les choses, alors que ça n'est pas tout le temps la réalité, c'est juste plutôt une forme de flemme et d'incertitude qui fait que, comme on est incertain, on préfère laisser tomber, de se dire je le remets à plus tard. Hein. Et cette fleur-ci, justement, on dit dans notre jargon de conseiller agréé qu'elle est la fleur du starter, la fleur du lundi matin. C'est une façon imagée de dire que c'est la fleur qui va nous booster à mettre en action l'énergie pour faire la chose et de ne plus végéter dans cette incertitude, mais au contraire d'être complètement dans le... Coucou Nathalie. Coucou, c'est cette fleur qui va nous pousser justement à être plutôt dans l'action et être... alors c'est un mot un peu savant pour dire procrastination, qui veut dire je remets au lendemain. Mais cette fleur, elle est très juste dans les moments où on sent que ça nous enquiquine de faire quelque chose. Enfin, je dis nous plutôt, on est sur les enfants. Donc ça peut être un enfant qui peut avoir la flemme de ranger sa chambre. Ça peut être un enfant qui peut être... il sait par exemple que c'est les vacances scolaires et qu'avant la fin des vacances scolaires, il doit rendre un devoir de maison, donc un DM. Et donc... et voilà, les jours passent et la flemme aidant et l'incertitude de pouvoir s'y mettre, se dire demain je le ferai, demain je le ferai, demain je le ferai, et puis la date arrive et on se dit je ne l'ai toujours pas fait. Voilà, donc c'est la fleur qui va donner l'impulse, se dire allez ok j'y vais. Et souvent l'enfant, une fois qu'il a pris la fleur, il va passer à l'action, il va se mettre à faire voilà, ce qu'il a à y faire, ou même aller prendre son cours de judo, ou de se mettre en visio pour aller réviser quelque chose, ou téléphoner à sa grand-mère pour prendre de ses nouvelles. Hein. La flemme, c'est vaste, et c'est l'incertitude de se dire, je ne sais pas si j'aurai l'énergie pour le faire, mais une fois qu'il a pris à Hornbeam, il y va, il le fait, et souvent il dit après, en fait, je me suis pris la tête pour pas grand-chose, parce que ça y est, c'est fait, et du coup, ça va développer aussi chez l'enfant une satisfaction d'avoir accompli et de passer à autre chose, parce que le souci avec Hornbeam, c'est que des fois ça s'accumule, et c'est pas que ranger sa chambre et faire son DM et d'appeler la grand-mère, des fois c'est une foultitude de choses aussi qui fait qu'on met un peu sous le tapis et qu'on dit on verra plus tard, et le plus tard devient, c'est pas un petit bout de poussière, c'est un truc carrément énorme. Donc voilà, passer à l'action, c'est aussi aider nos enfants à faire ce qu'il y a à faire, entre guillemets, voilà, au moment où il nous est proposé de le faire, et d'éviter d'être dans cette incertitude-là pour se ralentir aussi et se freiner dans le mouvement de la vie, parce que on ne peut pas accumuler indéfiniment tout un tas de choses, et ça... c'est préjudiciable pour l'évolution aussi de l'enfant, qui doit aussi, il a sa charge mentale, et si on sait qu'il a à chaque fois ces injonctions de ses parents qui vont lui dire fais ci, fais ça, fais l'autre, ou alors que lui-même se dit il faut que je m'y mette, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse là, qu'à un moment donné ça prenne trop d'espace, ça devient aussi après générateur de stress, et c'est pas le but en fait. Le but c'est d'être un enfant libre, joyeux, épanoui, en équilibre, et libéré au maximum l'énergie pour cette créativité et cet espace voilà, ici et maintenant, sans avoir justement cette charge mentale qui est trop pleine, quoi. Je vais vous parler aussi de l'arche, qui est la fleur du manque de confiance en soi. Si vous avez des questions, surtout intervenez, hein, je ne sois pas toute seule tout le temps. Je suis là pour répondre aux questions. Hein. Si vous avez des attentes et des besoins, c'est le moment, puisqu'on est en direct, donc je peux tout à fait répondre à toutes sortes de questions. L'arche, c'est vraiment la fleur qui parle du manque de confiance en soi. Donc on est vraiment sur, évidemment j'ai le nez qui me gratte, sur la dévalorisation, sur l'enfant qui est sûr d'échouer. Alors on pense souvent voilà, aux enfants un peu plus âgés, mais des fois tout petit, l'enfant peut ressentir cette dépréciation qu'il a vis-à-vis de lui-même,
soit parce que ça a toujours été comme ça, parce que, alors encore une fois, j'ai évoqué tout à l'heure les traits de caractère. Il y a des enfants qui peuvent être souvent sous cette énergie émotionnelle de toute façon je suis nulle, et qui sont toujours en train de se dévaloriser. Alors à contrario, il y en a d'autres, je pourrais la montrer, qui sont toujours sûrs d'eux et qui sont hyper confiance en eux, même peut-être voire trop autoritaires. Mais cette fleur-ci, elle s'adresse aux enfants qui vraiment se dévalorisent et vont souvent se comparer aux autres. Et c'est là où justement ça va les impacter, parce que Bach parle de cette notion émotionnelle du je ne fais pas parce que les autres font mieux, et que de toute façon si je fais, je vais échouer. Donc ça va beaucoup plus loin que simplement la comparaison et la dépréciation de soi et la dévalorisation que l'on peut générer avec un regard sur soi qui est très négatif, on va dire, hein, mais dans le sens où négatif, au sens où je me sens nulle, j'ai pas de valeur, je vais pas y arriver, de toute façon je ne sais pas faire. Et le problème, c'est que justement, elle n'y va pas. Elle va pas se mettre à progresser et à expérimenter aussi la façon qu'elle pourrait avoir à gérer une situation. C'est-à-dire que quand on ne se jette pas dans une situation avec... même si on n'a pas confiance en soi, le fait de faire les choses, à un moment donné, génère de la confiance en soi. C'est vraiment un cercle vertueux. Hein. Voilà, c'est l'enfant qui n'a pas confiance en lui, tant qu'il ne le fera pas, il ne peut pas avoir confiance en lui. Je donne un exemple concret. Si on lui demande par exemple de passer l'aspirateur dans sa chambre, si petit soit-il, ou même de vider le lave-vaisselle, si petit soit-il, on peut l'accompagner avec le mouvement, on peut lui prendre la main et prendre les choses un peu plus légères. Bien sûr, il ne va pas prendre des couteaux affûtés, évidemment, mais il y a des objets dans le lave-vaisselle où passer l'aspirateur à un certain âge, ou passer un petit coup de balai, ou je ne sais quoi. Si on lui demande de l'aide, par exemple, eh bien, porter des courses, peu importe hein, le sujet, si l'enfant ne se met pas à l'action, à faire lui-même son expérience de vie, eh bien jamais il n'aura ce point de comparaison du je suis capable, j'ai été capable de vider la vaisselle, j'ai été capable de passer l'aspirateur, etc. Et donc de lui apprendre les gestes de l'autonomie, de pouvoir lui montrer, le guider. Une fois qu'il aura fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, un jour il dira mais évidemment je sais passer aspirateur, mais il a bien fallu qu'à un moment donné il outrepasse aussi ses croyances, mais vraiment de se jeter aussi et le faire. Parce que s'il reste dans cette fleur du manque de confiance en lui et de se dire de toute façon il est nul, il n'y arrivera jamais et il va échouer à la tâche, c'est-à-dire qu'il n'y arrivera pas, effectivement il aura toujours cette croyance-là qui sera chevillé au corps et il ne passera pas à l'action, et donc il va passer aussi à côté de la possibilité pour lui d'évoluer, de changer, de progresser, de faire des expériences tout simplement. Et du coup, ça va, plus il va grandir, plus ça risque d'être compliqué pour lui aussi, parce que dans la vie, on n'est confronté que à des expériences. Et je prends souvent l'expérience d'un enfant qui apprend à marcher. Un enfant qui apprend à marcher, et s'il devait s'arrêter à la première fois qu'il se casse la figure parce qu'il fait les premiers pas, il ne va pas se dire de toute façon je suis nul, j'ai 10 mois, j'ai 12 mois, ou j'en ai 15, ou j'en ai 9, parce qu'il y a des enfants qui marchent très tôt, donc je ne vais pas marcher, donc j'essaie même pas. C'est pas possible. Un enfant, ça apprend à marcher et ça y va. Et puis il y va, il se lance, et puis il est dans cette expérimentation. Donc à partir de ce moment-là, l'enfant il expérimente, et plus il expérimente, plus il acquiert de la puissance, il acquiert de la confiance en lui, et après il a une démarche aisée. Il va pouvoir après se mettre à marcher de façon un peu plus intense, et puis après il va se mettre à courir, parce qu'il va acquérir de la sécurité par rapport à ça. Il ne va pas se mettre à courir dès qu'il commence à poser les premiers pas, parce que évidemment cette confiance elle s'acquiert, et donc voilà, c'est tout simplement ça. Hein. Et nous après, en tant qu'adultes, on peut aussi montrer l'exemple de ce besoin aussi de valoriser nos enfants, au fait de pouvoir de se lancer à faire des choses avec confiance, et surtout d'être dans l'expérimentation. Sinon ça restera caduque, ça va rester que dans la certitude de ne pas y arriver, et c'est dommage. Alors je n'arrive pas à trouver la fleur que je vous ai citée tout à l'heure, qui est Vine, parce que je parle en même temps, c'est assez compliqué pour moi de repérer les fleurs. Là voilà. Donc voilà, ça c'est Vine, et c'est la fleur qui parle de cet enfant qui est très autoritaire. Alors il y a des enfants qui sont très autoritaires et qui sont très dans la confiance en eux, au point
d'être très dominateur et de donner des ordres même. Voilà, ça c'est Vine. Donc c'est la fleur de la vigne. Et pour tous ces enfants-là qui ont peut-être des fois un peu besoin de modérer un petit peu leur certitude, on va dire, de leur excès de domination, et c'est une fleur qui va les accompagner sur peut-être cette douceur et cette acceptation aussi de ne pas être des dirigeants, hein, parce que dans les jeux de société, dans les jeux avec les frères et sœurs, avec les cousins, on voit déjà les petits chefs qui arrivent et qui émergent et qui prennent le contrôle, on va dire, alors de prendre le lead et d'avoir envie de diriger. Il y a des moments, c'est ok dans le jeu, mais il y a des fois des grandes sœurs ou des petits frères, etc., et qui sont tout le temps en train de donner des ordres. Toi tu feras ci, toi tu feras ça, toi tu parles pas maintenant, toi tu t'habilleras comme ça. Et donc, ça peut être aussi un peu gênant d'être tout le temps en train de donner des ordres et d'avoir cette espèce de suprématie sur les autres. Et des fois, ça peut être même carrément des ordres. Et on pourrait même avoir des retours de maîtresse et de maîtres et qui disent, écoutez, votre enfant est un peu trop autoritaire dans la classe, il ne supporte pas qu'on le contrarie parce que il a un caractère très fort, très dominant. Donc juste pour votre gouverne, ça peut être aussi des pistes de réflexion si vous sentez que vos enfants, justement, par moments, sont un peu trop d'ascendant. Alors c'est chouette puisqu'en même temps, ça va donner aussi une certaine assise, on va dire, pour le futur, mais il y a des moments ça peut être aussi préjudiciable pour un enfant qui a trop d'autorité. C'est pas une façon de vivre avec les autres, puisqu'il y a des moments où il faut aussi un peu lâcher du lest. Il faut aussi être un peu plus indulgent, un peu plus bienveillant aussi dans sa façon de communiquer aussi aux autres, de ne pas toujours être le petit chef dans le jeu, dans la famille, ou même des fois avoir de l'ascendant sur ses propres parents quand on est tout petit, donner des ordres à ses parents. Il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'équilibre. On peut avoir des idées très affirmées sans pour autant s'imposer au point de donner des ordres. Et alors surtout, évidemment, quand on devient des pré-ados et des ados, cette autorité peut être, alors là, ça peut être carrément très néfaste au sein de la famille. Alors encore une fois, les émotions des enfants, ça ne va pas tout seul, ça va aussi avec des parents ou avec des éducateurs. Donc évidemment, quand j'ai écrit ce livre sur les enfants, faut aussi en prendre notre part. Hein, c'est que les enfants, on n'est pas victime de nos enfants parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils sont cela. Soit ils ont aussi leur caractère de départ, c'est vrai, mais nous avons aussi notre caractère de départ. Donc nous vivons tous ensemble, hein, sous le même toit. Donc il y a des fratries uniques, mais il y a des enfants qui vivent dans une fratrie où il y a plusieurs enfants. Il y a des couples où ils sont deux, donc forcément c'est mon couple, mais il y a des parents solos, donc des fois qui se laissent aussi abuser par des enfants qui ont trop d'ascendant parce que justement le parent culpabilise d'être seul, etc. etc. Donc vous voyez, ça joue ensemble, mais on n'est pas victime de nos enfants, c'est-à-dire que c'est quand même nous au départ, les parents, qui devons à un moment donné reprendre aussi notre place de parents. Ça veut dire aussi qu'on travaille aussi sur nos propres émotions. Et puis, on est aussi à l'écoute des leurs et on est là aussi comme un tuteur, on va pouvoir les accompagner. Et donc, si on sent qu'il y a des points de faiblesse et des points de litige, on peut aussi en parler et se mettre aussi à discuter pour voir comment on peut aussi vivre ensemble dans une meilleure harmonie possible. Alors, bien sûr, des fois, c'est pas dirigé contre nous à proprement parler, mais ce sont des étapes de la vie, de la croissance de l'enfant qui sont comme ça. Par exemple, quand un parent me dit oh, mais moi j'en peux plus, mon fils est tout le temps fatigué et du coup ma femme gueule parce que mon môme est fatigué. Je dis oui, il a quel âge? Il a 11 ans. Il est en pleine croissance, ton enfant en fait. C'est un pré-ado. Donc quand il dit qu'il est fatigué, peut-être que oui, il y a hornbim, mais peut-être que oui aussi. Il faut quand même pas oublier qu'un enfant ne reste pas à 1m40 toute sa vie. Souvent, il prend quand même quelques bons 40 cm. Donc oui, il y a des enfants, il y a des moments, il faut leur foutre la paix. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut laisser des enfants rois, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a des moments, il y a des parties qu'il faut prendre en charge émotionnelle, parce que c'est juste et c'est réel. Mais il y a des moments de la partie de la physiologie qui prend le relais. On ne peut pas demander à un enfant d'être... j'ai un enfant, pareil, de la motricité d'un enfant de 2 ans, la même qu'un motricité d'un enfant de 6, pareil qu'un enfant de 10, ou qu'un pré-ado de 12 et qu'un ado de 18 ans.
C'est pas du tout la même chose, la croissance n'est pas la même, les facultés motrices ne sont pas la même, les facultés neuronales non plus, les connexions, etc. Donc oui, il y a des choses aussi à prendre en considération, et des fois nous-mêmes parents, nous sommes dans notre émotionnel, c'est-à-dire que nous ne voyons que midi à notre porte parce qu'on est pressé, il faut y aller, dépêche-toi, passe à table, ça fait 10 fois que je te demande de signer ce truc, tu m'as toujours pas donné ça, ou alors hop 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 hop, on va au cours de danse, etc., où il faut vite aller chez le pédiatre. On est dans notre émotionnel en tant que parent et on oublie, des fois on occulte complètement que l'enfant lui-même, déjà il a son propre émotionnel, il a sa vie sociale, il a sa vie familiale, des fois c'est un enfant de parents qui sont divorcés, peut-être qu'il y a des décès aussi dans la famille, c'est compliqué aussi à gérer pour eux, donc cette partie émotionnelle, il faut quand même en prendre en considération, il n'y a pas que nous qui souffrons au sein de notre vie d'adulte, mais bien sûr l'enfant souffre, je sais que beaucoup de parents sont au courant, mais quand même, quand nous-mêmes nous sommes chahutés dans notre train-train de la vie, cette locomotive qui nous aspire, il y a des moments où il faut faire aussi des moments de suspension pour prendre en compte l'émotionnel aussi de qu'est-ce qui se passe. Et c'est pas que moi qui vis, l'autre aussi, et bien sûr pareil pour le conjoint. Tout ça, c'est à prendre en considération. Et puis évidemment, cette partie physiologique dont on a souvent tendance à, encore une fois, à occulter ou à carrément zapper. Parce que, a posteriori, quand on voit les enfants évoluer sur une fratrie de plusieurs enfants, on s'aperçoit qu'on a des points de comparaison. Et que ce qu'on pouvait demander à un aîné n'est pas comparable au deuxième, ni au troisième, ni au quatrième, des fois au cinquième si on a des grandes fratries. Mais voyez bien que cette richesse et cette multiplicité de cette connaissance des enfants nous permet aussi de voir à quel point on peut aussi se tromper des fois, alors avec bienveillance bien sûr, moi je ne porte pas de jugement par rapport à ça, j'ai évidemment fait moultes erreurs et voilà, ça fait partie de l'expérimentation de la vie. Bien sûr, on n'apprend pas à être des parents lorsqu'on est nous-mêmes enfants. Alors bien sûr, nous regardons nos parents avec des yeux d'amour, des fois pas du tout, hein. Des fois on a des yeux très 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 réalistes aussi sur les erreurs que peuvent connaître nos parents lorsque nous sommes nous-mêmes des enfants. Mais bien sûr, ces enfants dont on parle ce soir, qui vont être aussi peut-être à un moment donné, peut-être des parents eux-mêmes, eh bien ils auront envie de reproduire ou de refuser ce qu'ils ont reçu. Donc forcément qu'à un moment donné, cette mémoire-là, elle est présente. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on a plusieurs expériences avec plusieurs enfants, on s'aperçoit que quand on a été dans l'exigence à l'égard d'un enfant, par rapport à des moments de vie que nous avons traversés nous-mêmes en tant que parents, qui étaient peut-être plus difficiles parce que je me sépare, parce que je change d'emploi, parce que c'est compliqué financièrement, parce que mon père est mort, parce que pour mille et une raisons, parce qu'on les déménage, parce que c'est la troisième grossesse, etc., on oublie aussi ce contexte aussi physiologique que l'enfant et les étapes de l'enfant qu'il vit par rapport à ses possibles à lui. Et donc, il faut vraiment tout le temps, je trouve, se remettre à la place de l'autre et d'avoir cette faculté et cette humilité aussi, de ne pas se dire avec cette posture en disant moi c'est moi l'adulte, c'est moi qui décide. Non, ok, je décide, mais ayons cette simplicité aussi de se remettre dans cette posture d'enfant et de se dire ok, qu'est-ce qu'il vit lui et comment ça peut être aussi vécu pour lui. C'est pas toujours simple, c'est pas parce que tout est ok que tout est ok. Et là justement j'avais envie de vous parler de cette fleur là, peut-être pour conclure, la agrimonie. Je sais pas quelle heure il est, ouais c'est bon. Agrimonie, c'est justement le côté tout va bien, hein, que l'enfant va pouvoir des fois exprimer. Agrimonie, il peut toujours faire le pitre à la maison, faire le clown, faire rire les parents, tout est ok, qu'est-ce que c'est un amour, qu'est-ce qu'il est drôle, qu'est-ce qu'on est bien avec lui, il est toujours de bonne humeur, toujours de bon poil, toujours partant sur tout. Ouais, des fois ça peut être suspicieux, parce que c'est pas parce que tout est ok que tout est ok finalement. Parce qu'il y a aussi des enfants agrimonis, c'est-à-dire que des fois ils vont masquer aussi leur souffrance derrière des monceaux de joyeuseté pour justement protéger des fois le parent, parce que lui-même a des angoisses, mais ne va pas le dire, et parce qu'il ne veut pas non plus alerter ses parents, parce que si ils ont déjà suffisamment de problèmes comme ça, si en plus moi je leur dis que moi je vais pas bien, mon Dieu comment ça va être, parce que papa ne supporte pas que voilà, son travail soit compliqué pour lui en ce moment, parce que maman est seule, parce que mamie ne peut plus me garder, parce qu'elle est hospitalisée actuellement. Enfin, il y a plein de raisons d'être inquiet quand on est enfant. Et du coup, si cet enfant-là fait comme si tout allait bien, des fois on peut aussi se poser la question de savoir, mais c'est quand même bizarre, surtout mes enfants, celui-là il va toujours bien, alors qu'il y en a deux autres qui vont... Alors c'est ok, il y a des enfants qui vont toujours bien, mais vous voyez que dans les émotions, il faut des fois se méfier de ce que la représentation émotionnelle de l'enfant nous témoigne, parce que ça peut être aussi des fois des indicateurs sur des points de vigilance, à se dire, bon, est-ce que c'est vraiment ok comme ça partout, est-ce que c'est pas aussi, alors un trait de caractère, ok,
on l'a évoqué aussi tout à l'heure. Agrimony fait partie bien sûr des fleurs de tempérament, parce que vous voyez, après ça fait des comportements d'adultes qui vont devenir des boules de joie en permanence, alors même voire carrément des métiers, hein, comme des humoristes et des gens qui sont vraiment dans cette faculté de voir la vie du bon côté tout le temps, mais souvent, des fois, on peut aussi apprendre que bah, c'est pas si joyeux que ça. Et vous voyez, sur les réseaux sociaux, moi je suis par exemple une youtubeuse, influenceuse, appelons-la comme on veut, mais c'est une femme qui est très rayonnante, qui n'arrête pas de rigoler de tout. Mais en fait, elle a fait quelques vidéos dernièrement en disant qu'elle n'allait pas bien du tout, qu'elle a fait une dépression, mais qu'elle est en train de dire maintenant, a posteriori, plusieurs mois après, qu'elle n'allait pas bien. Vous voyez bien que cette femme-là aussi a été une enfant. Elle s'est probablement développée avec ses grandes ressources et caractéristiques d'Agrimony, et tant mieux, parce que ça fait des gens exceptionnels. Mais le travers de ça, c'est qu'effectivement, il y a des moments, eh ben, on peut aussi masquer la réalité de sa souffrance à travers cette joie, qui pourraient être aussi des fois, quelquefois, factices, mais qui sont aussi des joyaux, puisqu'elles nous permettent bien sûr d'affronter la vie avec des fois beaucoup plus de paix, parce que c'est compliqué des fois de vivre dans ce monde d'adultes quand nous sommes des enfants. Et je dis nous, parce que je m'inclus bien sûr dans cette partie-là, parce qu'il y a toujours des parties de nous qui sommes encore en connexion avec l'enfant que nous avons été. Et donc voilà, soyons vigilants en tant qu'adultes. Et remettons-nous aussi vraiment à la portée de cet enfant qui a 6 mois, 2 ans et demi, etc. Je trouve que c'est la moindre des choses que nous puissions faire pour eux. Et des fois, essayons aussi de nous défocaliser sur notre propre problématique émotionnelle pour accueillir les émotions de nos enfants, parce que sinon, on se les prend en pleine poire et on se les prend comme une agression et on ne sait pas le gérer. Et donc, on va des fois reporter la faute sur l'autre en disant « il ne va pas bien », etc. Mais c'est moi qui n'accepte pas que l'autre vive ce qu'il a à vivre. Et donc, là, dans ces moments-là, c'est vraiment important aussi pour nous de faire le nécessaire. Parce que sinon, ça crée des troubles et qui peuvent aller, bien sûr, bien plus loin. Bonjour Jay, bonjour Katia. Bon, c'est un peu la fin. Je vous fais coucou. Il est 46, bon encore je peux rester 5-6 minutes. Si vous avez des questions, Katia ou Jay, allez-y, parce que je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de monde, si tout le monde est parti, parce que j'ai du mal un peu à comprendre si... Je ne pense pas que tout le monde soit encore là, mais voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment, sinon je vais dire bye bye et puis vous regarderez en replay. J'ai abordé pas mal de thématiques sur divers et variés, sur les traits de caractère, sur certaines émotions assez récurrentes, sur 5 fleurs de la peur, et puis nous des fois aussi en tant qu'adultes, comme on accueille les émotions de nos enfants quand nous sommes parents, et puis voilà. Bon, ce sera l'occasion de reparler de toutes les émotions sur les enfants, parce que j'en ferai d'autres, parce qu'évidemment il y a tellement de choses à dire que c'est un sujet qui me touche évidemment, puisque ces enfants-là ont terriblement besoin de nous aussi et de notre état d'équilibre émotionnel pour pouvoir les accompagner, parce qu'évidemment ils ne pourront pas faire sans nous, quoi que nous vivions, même si nous sommes seuls, même si nous manquons d'argent, même si nous sommes dans le deuil, même si nous n'avons plus de travail, même si nous sommes dans la crainte, même si voilà, tout s'effondre autour de nous, nos enfants sont toujours près de nous, et nous devons d'être là à leur côté avec cette faculté d'être comme nous sommes, c'est-à-dire avec aussi nos points de faiblesse et nos points d'humilité et de fragilité. Mais nous sommes quand même un phare, hein, c'est-à-dire que nous devons aussi montrer la lumière et diriger le phare là où l'enfant a besoin aussi d'être guidé, parce que il a besoin bien sûr de cette structure pour pouvoir se sentir en sécurité et sécurisé, pour avancer sur ce chemin d'apprentissage de la vie, parce que il n'y a pas d'école de la vie à part les expériences que nous allons y faire, et chacun, nous sommes tous tellement différents par rapport à tout ce que nous avons pu vivre nous-mêmes en tant qu'enfants, qui sommes devenus des adultes et ensuite des parents. Et donc cet apprentissage n'a pas de fin. Donc voilà, restons aussi dans la simplicité. Il y a des moments quand on ne sait pas, quand on ne peut pas, il faut aussi savoir dire à nos enfants que c'est compliqué et que nous n'avons pas des fois toutes les réponses. Et puis si vraiment on ne peut pas faire parce qu'on ne sait pas et qu'on est vraiment démunis, faisons-nous accompagner par des professionnels de santé pour ne pas rester non plus dans le désarroi, parce qu'il y a des gens très compétents qui peuvent tout à fait nous accompagner dans ces moments-là où nous nous sentons démunis en tant que parents.
Voilà, voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore une fois d'avoir été là. Et puis, bah, pour ceux qui vont revoir cette vidéo, si vous avez envie de mettre des commentaires, je l'ai dit, je le redis, je le répète. Pour ceux qui sont évidemment sur Instagram, vous allez pouvoir la revoir en IGTV, mais je vais la poster aussi sur YouTube, sur ma chaîne, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas du tout de compte Instagram. Et je me dis que c'est quand même chouette de pouvoir aussi profiter de ces messages-là sur des outils où il y a entre guillemets plus d'accès, puisqu'on n'a pas besoin de compte Facebook pour pouvoir y aller, etc. Donc si vous avez envie de partager ces vidéos, pour faire connaître évidemment les fleurs de Bach, les émotions, et puis à travers ça, évidemment, qui nous sommes, eh bien c'est le bienvenu. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, merci encore de tout cœur, et puis la prochaine, parce que c'est samedi, vendredi, qu'est-ce que je raconte? Jeudi prochain. Bye bye.